À travers le vent froid et la boue de la route automnale, un homme vêtu d'un manteau déchiré s'approcha des portes du vieux château. Ses chaussures étaient usées, ses cheveux emmêlés, son visage couvert de poussière. Il ne tenait entre ses mains qu'un bâton et un petit sac. Les gardes à la porte échangèrent un regard moqueur. L'un des chevaliers dit que de tels voyageurs ne sont bons qu'à travailler dans les écuries et non à fréquenter la salle du Seigneur. L'autre éclata de rire et ordonna au vagabond de partir s'il ne voulait pas être chassé à coups de fouet. L'homme écouta en silence, mais son regard restait calme, sans humiliation. Il demanda seulement un abri pour la nuit et un peu de pain. Bonjour, chers spectateurs. D'où regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires, je serai curieux de le savoir. Je vous souhaite une bonne écoute. Le voyageur entra dans l'ombre de la tour, essayant de se réchauffer. Sa voix était calme, mais elle ne trahissait ni peur ni supplication. Cela surprit le vieux chevalier qui se tenait à côté. Il remarqua qu'un médaillon sombre pendait au cou de l'homme. Le métal était terni, mais on pouvait distinguer un blason. L'écuyer fronça les sourcils, comme s'il essayait de se rappeler où il avait vu ce symbole. Mais les chevaliers continuaient à se moquer. L'un d'eux jeta un morceau de pain rassis par terre, comme à un chien. Un autre le poussa de l'épaule pour voir s'il allait tomber. Mais il ne tomba pas. Il se baissa, ramassa le pain et remercia. Au château, on se préparait pour le festin. Le seigneur du château, Lord Arnaud, attendait l'arrivée d'invités venus des terres voisines. Dans la salle, on accrochait des torches, les serviteurs préparaient la viande et le vin. La cour sentait la fumée et les épices. Personne ne remarqua le voyageur solitaire, assis contre le mur, mangeant tranquillement le morceau de pain qui lui avait été jeté. Seule une servante, qui apportait de l'eau, le regarda et remarqua la fatigue sur son visage. À la tombée de la nuit, les portes s'ouvrirent à nouveau et des cavaliers entrèrent dans le château. Parmi eux se trouvait un jeune chevalier vêtu d'une armure coûteuse. Il raconta à haute voix que des rumeurs circulaient dans le village voisin au sujet d'un voyageur ressemblant au prince exilé, disparu il y a de nombreuses années après une guerre civile. Les chevaliers du château n'y prêtèrent pas attention, disant que les paysans inventaient toujours des histoires. Mais l'écuyer se souvint du médaillon. Son cœur se mit à battre plus fort. Le voyageur demanda à passer la nuit dans la grange, ce qui lui fut accordé. La nuit, un festin battait son plein dans le château. Les serviteurs couraient avec des plats, les rires et le tintement des coupes remplissaient la salle. Derrière le mur, dans le froid et la paille, le voyageur était assis et regardait son médaillon. Ses yeux reflétaient la fatigue et l'amertume, mais pas le désespoir. Il murmura doucement qu'il était revenu trop tard et serra le médaillon dans sa main. Le lendemain, l'un des chevaliers décida, pour s'amuser, de le présenter à son maître. Il voulait que tout le monde se moque du clochard. Le voyageur fut placé au milieu de la salle. Ses vêtements étaient sales, ses pieds nus, mais il se tenait droit. Lord Arnaud, assis à une table haute, lui demanda pourquoi il était venu. Le vagabond répondit qu'il ne cherchait qu'un toit et la paix. La salle éclata de rire. L'un des invités dit qu'il fallait l'envoyer en prison, car il ressemblait à un vagabond ou à un espion. Un autre proposa de le chasser. Mais alors, le vieux précepteur dit d'une voix tremblante qu'il avait vu dans sa jeunesse le blason qui ornait son cou. C'était l'emblème d'une famille tombée au combat pendant la guerre, il y a de nombreuses années. Les chevaliers se turent. Tous regardèrent le médaillon. Le voyageur le retira lentement et le posa sur la table.
Le blason brillait à la lueur des torches, et beaucoup pâlirent. Lord Arnaud reconnut ce signe. C'était le blason de l'héritier légitime, le prince dont on ne connaissait que des légendes. Mais personne n'osait y croire tout de suite. Lord Arnaud déclara que s'il était bien celui qu'il prétendait être, il devait le prouver par des actes et non par des mots. C'est alors qu'une série d'événements commença qui bouleversa le destin du château et de ses habitants. Une fois le médaillon posé sur la table, un silence pesant s'abattit sur la salle. Les chevaliers échangeaient des regards, certains riaient nerveusement, d'autres grimaçaient comme s'ils voyaient quelque chose de dangereux. Lord Arnaud prit le médaillon, le rapprocha de la lumière et déclara que ce symbole appartenait effectivement à la maison qui régnait autrefois sur ces terres. Mais il ajouta que de nombreux artisans pouvaient falsifier les sceaux et les blasons. De nouveaux rires éclatèrent dans la salle. Les invités, échauffés par le vin, lançaient des remarques selon lesquelles le vagabond avait simplement trouvé un vieil objet sur la route. Le vagabond ne répondit pas aux railleries. Il se tenait immobile et regardait le seigneur droit dans les yeux. Son regard ne trahissait aucune crainte. Seul l'écuyer continuait à scruter les traits de son visage. Il y avait quelque chose de familier, d'insaisissable, comme un souvenir d'enfance. Le seigneur Arnaud ordonna de l'emmener dans les écuries jusqu'au matin, puis de décider de son sort. Certains chevaliers exigèrent de le jeter immédiatement en prison, mais le seigneur préféra attendre. Cette nuit-là, les danses se poursuivirent dans le château, mais l'écuyer était de plus en plus inquiet. Il se souvint de ses jeunes années, lorsqu'il servait à la cour de l'ancien roi. Il y avait là un garçon, l'héritier, qui avait le même port droit et les mêmes yeux. L'écuyer n'osait pas parler à voix haute, car les rumeurs pouvaient coûter la vie. Le matin, on donna un peu d'eau au voyageur et on lui ordonna de travailler dans la cour. On le chargea de transporter du bois, dans l'espoir de l'humilier. Mais c'est alors qu'eut lieu une scène qui changea l'attitude à son égard. L'un des jeunes chevaliers décida de se moquer de lui et lança sa lance de manière à ce qu'elle tombe aux pieds du voyageur. Celui-ci ramassa calmement la lance, l'examina, puis la relança. La lance vola si droit et si fort qu'elle se planta exactement dans le bouclier accroché au mur. Le bruit s'éteignit. Tout le monde comprit qu'un tel lancer ne pouvait être effectué par une personne sans formation militaire. Les serviteurs chuchotaient qu'il avait manifestement été formé au combat depuis son enfance. Quelqu'un se souvint que le prince exilé avait été élevé par les meilleurs tuteurs. Mais les chevaliers ne voulaient pas reconnaître l'évidence. Ils disaient que même un simple paysan pouvait apprendre à lancer des lances. Alors le seigneur Arnaud dit qu'il organiserait une épreuve. Le jour même, les guerriers se rassemblèrent dans la cour. Le seigneur ordonna au vagabond d'affronter l'un des chevaliers dans un combat à l'épée en bois. S'il faisait preuve de talent, alors peut-être y aurait-il matière à réflexion. Le vagabond accepta. On lui donna un simple gourdin, tandis que le chevalier reçut une lourde épée. Tout le monde était convaincu que le vagabond serait rapidement vaincu. Lorsque le combat commença, le chevalier se précipita en avant, comptant sur la force et le poids de son arme. Mais le vagabond esquiva, frappa dans le flanc et repoussa immédiatement son adversaire. Ses mouvements étaient rapides et précis. Un deuxième coup fit tomber l'épée des mains du chevalier. La foule se figea. Personne ne s'attendait à ce qu'un voyageur sale soit capable de vaincre un guerrier armé. La nouvelle se répandit instantanément dans le château. Les serviteurs chuchotaient qu'il s'agissait peut-être vraiment de l'héritier,
car seul celui-ci pouvait posséder une telle maîtrise. Mais certains murmuraient avec malveillance qu'il s'agissait d'un dangereux imposteur. Le soir, le seigneur Arnaud convoqua le vagabond. Il lui demanda d'où il tenait ces techniques de combat qui n'étaient là pas enseignées aux gens du peuple. Le voyageur répondit qu'il s'était caché pendant de nombreuses années et avait appris auprès de guerriers afin de survivre. Le seigneur remarqua qu'il n'y avait ni peur ni vanité dans ses paroles. Il dit que si c'était vrai, alors l'histoire n'était pas encore terminée. Pendant ce temps, l'écuyer décida de vérifier un souvenir. Il s'approcha du voyageur et lui demanda doucement s'il se souvenait d'une vieille chanson que son père, le roi, chantait lors des fêtes lorsqu'il était enfant. Le voyageur répondit qu'il en connaissait chaque mot. Il répéta les paroles et l'écuyer se mit à pleurer. Il comprit qu'il avait devant lui le garçon qu'il avait vu autrefois au palais. Mais le secret restait dangereux. Il y avait dans le château des gens qui avaient intérêt à ce que l'héritier soit considéré comme mort. Les rumeurs de son retour pouvaient provoquer une révolte ou une guerre. C'est pourquoi le seigneur Arnaud déclara que personne ne devait savoir qui était réellement cet homme. Il promit de le protéger, mais l'avertit qu'il aurait plus d'ennemis que d'amis. Cette nuit-là, le silence régnait dans le château, mais derrière les murs, des gens qui voulaient reconnaître la vérité commençaient déjà à se rassembler. Un serviteur, qui avait entendu les conversations, se précipita au village et parla du voyageur. La rumeur se répandit rapidement. Les paysans qui se souvenaient de l'ancienne demeure se mirent à chuchoter que l'héritier exilé était de retour. Le lendemain, des invités arrivèrent de contrées lointaines. Parmi eux se trouvait un homme dont l'apparition bouleversa le cours des événements. C'était un marchand riche et respecté qui avait caché pendant de nombreuses années qu'il avait autrefois prêté serment au vieux roi. Il reconnut le médaillon et son visage changea d'expression. Le marchand qui entra dans la salle était un homme âgé, mais robuste et sûr de lui. On l'appelait Hugo de Lana. Il apportait souvent du vin, des tissus et des épices rares au château. D'habitude, il se comportait avec respect, mais à présent, son regard était déterminé. Quand il vit le médaillon sur la table, il dit qu'il se souvenait mieux de ce symbole que de son propre nom. Il raconta que, dans sa jeunesse, il avait accompagné le roi dans ses campagnes et avait été témoin du serment prêté au peuple, défendre la maison et ses héritiers jusqu'au bout. Lord Arnaud l'écouta et fronça les sourcils. Il dit que beaucoup aiment raconter de belles histoires, mais le marchand sortit de son sac un vieux parchemin portant le sceau de l'ancien roi. Il y figurait le nom du jeune prince et l'emblème de la maison. Le seigneur du château comprit que les preuves devenaient de plus en plus solides. À ce moment-là, un brouhaha s'éleva dans la salle. Une partie des chevaliers affirmait qu'il s'agissait d'un complot visant à semer le trouble. Ils disaient que les paysans aimaient les contes et que les marchands étaient prêts à confirmer n'importe quel mensonge pour leur profit. Mais l'écuyer se leva et dit que le voyageur lui avait montré un souvenir que personne d'autre ne pouvait connaître. La discorde s'intensifiait. Certains invités exigèrent une vérification immédiate. Le seigneur Arnaud décida d'organiser une autre épreuve. Il ordonna d'apporter une épée ancienne, conservée dans l'armurerie comme une relique. On pensait que cette épée avait autrefois appartenu à la maison des anciens rois. Il fallait une grande habileté pour la soulever. La lame était lourde et exigeait de l'entraînement. Lorsque l'épée fut apportée, beaucoup la regardèrent avec curiosité.
plusieurs chevaliers essayèrent de la soulever et de la tenir, mais l'épée tenait à peine dans leurs mains. Lord Arnaud ordonna alors au voyageur de s'approcher. Celui-ci prit calmement l'épée, la souleva sans effort et fit plusieurs mouvements qui montraient qu'il avait été formé à cette arme depuis son enfance. Le silence se fit dans la salle. Même les chevaliers les plus moqueurs n'osaient plus rire. Mais avec le silence vint la peur. Tout le monde comprenait que s'il s'agissait vraiment de l'héritier, une lutte pour le pouvoir allait éclater dans le château. Les dirigeants actuels n'avaient aucune envie de partager le trône. Les rumeurs avaient déjà atteint le village. Les paysans disaient que celui qui devait les libérer des impôts et de la cruauté était de retour. Les gens commençaient à se rassembler devant les portes du château, dans l'espoir d'apercevoir le prince. Cela inquiétait les chevaliers, car la foule pouvait se soulever. Cette nuit-là, le voyageur qui était resté dans la chambre des domestiques entendit des pas. Une jeune femme vint le voir, la servante qu'il avait aperçue à la porte. Elle lui dit à voix basse qu'elle avait entendu des conversations et qu'elle savait qui il était. Ces mots étaient bien imprudents, mais on y sentait de la loyauté. Elle lui raconta que sa mère avait autrefois servi à la cour de l'ancien roi et qu'avant de mourir, elle lui avait demandé de se souvenir du nom du prince exilé. Ces mots le touchèrent. Il comprit que tout le monde n'avait pas oublié la maison de son père. Mais en même temps, il savait que si la vérité était découverte trop tôt, il risquait d'être tué. Le lendemain, un messager du duc voisin arriva au château. Il apporta la nouvelle qu'une révolte se préparait dans le royaume. Le duc cherchait des alliés et offrait son soutien à Lord Arnaud. Mais lorsque le messager entendit parler du voyageur, son visage changea d'expression. Il dit que si cela était vrai, le duc ne permettrait jamais le retour de l'exilé. Ainsi, l'ennemi était plus proche qu'on ne le pensait. Lord Arnaud comprit qu'il fallait prendre une décision rapidement. Il réunit son conseil et demanda ce qu'il fallait faire du voyageur. Certains réclamaient son exécution, d'autres son emprisonnement. Seuls quelques-uns estimaient qu'il fallait le protéger. C'est alors que le marchand Hugo prit la parole de manière inattendue. Il déclara qu'il était prêt à cacher le voyageur et à lui assurer un passage vers les personnes qui étaient encore fidèles à la maison de son père. Il dit qu'il disposait de caravanes et de ressources capables de cacher n'importe qui à ses ennemis. C'était un bienfaiteur inattendu que personne ne s'attendait à voir dans ce rôle. Le voyageur le remercia, mais refusa de partir en secret. Il déclara qu'il avait vécu trop longtemps dans l'ombre et qu'il voulait désormais affronter son destin. Ces paroles impressionnèrent même ceux qui doutaient. Pendant ce temps, l'écuyer remarqua qu'un des chevaliers avait quitté le château pendant la nuit et s'était dirigé vers les terres du duc. Il comprit qu'une trahison était imminente. Si les ennemis apprenaient la vérité, des troupes pourraient venir ici. Le seigneur Arnaud convoqua le voyageur et lui dit qu'il devait faire un choix, soit se cacher sous la protection du marchand, soit se préparer au combat. Le voyageur répondit que s'il était considéré comme l'héritier, il n'avait pas le droit de se cacher. Le lendemain matin, une foule de paysans se rassembla devant les portes. Les gens exigeaient de voir celui dont les rumeurs parlaient. Ils criaient qu'ils voulaient la justice. Les gardes ne savaient pas quoi faire. Lord Arnaud décida de faire sortir le voyageur dans la cour et de le montrer aux gens pour les calmer. Lorsque les portes s'ouvrirent et que le voyageur sortit, la foule se tut. Il avait toujours l'air pauvre, mais sa démarche était assurée. Il leva la main et dit qu'il n'était pas revenu pour se venger, mais pour apporter la paix. Les gens se mirent à crier, beaucoup tombèrent à genoux.
Lorsque la foule vit le voyageur, beaucoup se mirent à pleurer et à l'appeler par son nom, même si personne ne savait exactement à quoi il ressemblait après toutes ces années. Mais le souvenir de la maison de son père s'était réveillé dans le cœur des gens, et ils l'accueillirent sans hésitation. Les serviteurs du château regardaient par les fenêtres, stupéfaits de voir de simples paysans prêts à s'incliner devant un homme vêtu d'un manteau en lambeaux. Le seigneur Arnaud comprit qu'il était désormais impossible de cacher la vérité. Il dit au chevalier que s'il s'opposait aux voyageurs, il s'opposerait au peuple. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Plusieurs guerriers chuchotaient en secret qu'il était plus avantageux de le trahir et de gagner la faveur du duc. Le soir, lorsque la foule se dispersa, l'atmosphère dans le château devint tendue. Le marchand Hugo vint voir le voyageur et lui dit que la foule était prête à le soutenir, mais qu'il était impossible de conserver le pouvoir sans force. Il proposa de l'or et des caravanes pour rassembler des partisans. Le seigneur Arnaud proposa quant à lui des chevaliers qui ne lui étaient fidèles qu'à lui. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le voyageur avait le choix, soit devenir un pion dans le jeu d'autrui, soit prendre son destin en main. Entre-temps, la servante qui l'avait aidé pendant la nuit lui apporta une nouvelle. Elle avait appris qu'un des chevaliers préparait un complot. Il avait envoyé un messager au duc et promis de laisser entrer ses troupes dans le château s'il obtenait des terres et du pouvoir. Le vagabond comprit qu'il avait peu de temps. Le lendemain, Lord Arnaud organisa un conseil dans la grande salle. Il voulait entendre la décision finale du vagabond. Celui-ci se leva et dit qu'il n'était pas venu ici pour demander le trône et la richesse. Il dit qu'il avait trop longtemps vu les paysans souffrir des impôts et de la cruauté. Son but était de rétablir la justice que son père avait promise. Ces paroles touchèrent même le cœur des guerriers, habitués à vivre aux dépens des faibles. L'un des jeunes chevaliers, qui s'était moqué de lui auparavant, s'avança et déclara que si cet homme était prêt à défendre le peuple, il se tiendrait à ses côtés. 2 autres le soutinrent. Ce fut un tournant décisif. Pour la première fois, une partie des chevaliers le reconnaissait ouvertement comme héritier. Mais cette même nuit, les conspirateurs tentèrent de passer à l'action. Ils s'introduisirent dans les appartements du voyageur avec des armes. Une servante les remarqua à temps et réussit à donner l'alerte. Une lutte s'engagea. Le voyageur saisit un bâton en bois et repoussa le premier coup, puis fit tomber l'épée des mains de son ennemi. Le seigneur Arnaud accourut avec son écuyer et captura les conspirateurs. Sous la torture, ils avouèrent qu'ils attendaient l'armée du duc. Cette nuit-là montra qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'ennemi connaissait la vérité et se préparait à frapper. Le marchand Hugo dit qu'il fallait agir en premier. Il promit de donner de l'or pour recruter des soldats et acheter des provisions si le voyageur décidait de se lancer. C'était un cas rare où un étranger devenait le sauveur, mais tout le monde n'était pas convaincu. L'écuyer vint un jour voir le voyageur et lui dit qu'il avait un secret. Il raconta qu'il avait commis une erreur dans sa jeunesse. Lorsque la maison du roi était tombée, il faisait partie de ceux qui n'avaient pas su protéger le petit prince. Il avait vécu avec ce fardeau toute sa vie et voulait maintenant expier sa faute. Il jura qu'il resterait à ses côtés jusqu'à la fin. Pour le voyageur, ce n'était pas seulement une confession, mais un signe de parenté entre leurs âmes. Leur destin s'était entremêlé à cause d'une vieille faute, et ils avaient maintenant tous deux la chance de tout réparer. Le lendemain, le seigneur Arnaud rassembla ses hommes et annonça qu'il était prêt à se ranger du côté de l'exilé.
il déclara que le temps de la paix était révolu et que désormais, soit ils reconnaissaient l'héritier, soit ils attendaient l'invasion. La foule des chevaliers se divisa. Une partie le soutint, l'autre resta à l'écart. Le même jour, la nouvelle arriva. L'armée du duc se dirigeait vers le château. Ils étaient plus nombreux et mieux armés, mais les paysans, ayant appris le retour de l'héritier, commencèrent eux-mêmes à apporter du pain, de l'eau et de vieilles lances. Les gens simples, qui avaient toujours été considérés comme le maillon faible, se tenaient désormais à ses côtés. Le soir, le vagabond grimpa sur les remparts et regarda les feux qui brillaient au loin. Il savait que son destin se jouerait le lendemain. Il n'était plus un simple vagabond. Le peuple voyait en lui un espoir. Mais il comprenait aussi que s'il tombait, tous ceux qui avaient cru en lui tomberaient aussi. Il serra le médaillon dans sa main et se souvint des paroles de son père. Régner, c'est être le premier dans les malheurs et le dernier dans les plaisirs. Il se dit qu'il était prêt. À l'aube, de la fumée s'élevait au-dessus des murs du château. Au loin, dans la vallée, on pouvait voir l'armée du duc. Ses rangs s'étendaient en une longue bande noire et la terre tremblait sous ses pas. Les soldats en armure lourde marchaient sous des bannières, suivis de chariots transportant des machines de siège. Les habitants du château, regardant depuis les remparts, comprirent qu'ils ne pourraient pas les vaincre par la force. Dans la salle, le seigneur Arnaud rassembla tous ceux qui étaient prêts à défendre les murs. Le marchand Hugo apporta des armes, des boucliers et des provisions. Les paysans des villages environnants avaient apporté des lances, des fourches et des arcs. Ils se tenaient aux côtés des chevaliers, alors qu'hier encore, ils les craignaient. À ce moment-là, le voyageur comprit que les frontières entre les pauvres et les nobles s'estompaient lorsqu'il s'agissait du destin commun. Avant la bataille, il dit aux gens qu'il ne promettait pas une victoire facile. Il promit seulement d'être aux côtés de chacun et d'encaisser le premier coup. Ces paroles résonnèrent dans la cour. Les gens le regardaient non plus comme un vagabond, mais comme quelqu'un capable de les mener. La première attaque eut lieu à midi. Les soldats du duc frappèrent les portes avec un bélier. Les planches craquaient, mais tenaient bon. Les flèches pleuvaient sur les murs. Les paysans tiraient côte à côte avec les chevaliers. À un moment donné, la tour s'est enflammée et tout semblait perdu. Mais le vagabond est monté lui-même, a pris un seau d'eau et a été le premier à éteindre le feu. Tous ont suivi son exemple. La tour a résisté. Au plus fort de la bataille, l'un des conspirateurs restés dans le château ouvrit un passage secret et laissa entrer les ennemis. Un massacre commença dans les couloirs du château. Les serviteurs criaient, les femmes se cachaient dans les réserves. Les soldats du duc se précipitèrent vers la salle, mais là, ils rencontrèrent le voyageur. Il saisit son épée et entraîna ceux qui se trouvaient à proximité. Le combat fut féroce. Ses coups étaient précis, et chacun de ses pas montrait qu'il n'était pas un simple voyageur, mais un homme élevé dans la guerre. Son écuyer, vieux et boiteux, combattait également à ses côtés. À ce moment-là, il sentit qu'il expiait sa vieille faute. Il couvrit le dos du voyageur et tomba sous le coup d'une lance. En mourant, il dit qu'il pouvait désormais partir en paix, car il avait accompli son devoir envers la maison de son père. Le voyageur se pencha vers lui, ferma les yeux et se releva. Son cœur était rempli de douleur, mais celle-ci lui donnait de la force. Les guerriers ennemis battirent en retraite, ne s'attendant pas à une telle résistance. Mais la bataille n'était pas encore terminée. Le duc se tint au pied du château et cria que celui qui se cachait derrière les murs était un imposteur.
Il promit des richesses à quiconque le trahirait, mais personne ne sortit. Le soir, lorsque le combat eut cessé, les gens se rassemblèrent dans la cour. Les paysans et les chevaliers regardèrent le voyageur. Le marchand Hugo s'avança et dit qu'il était prêt à donner toutes ses caravanes et tout son or pour lui, car il voyait en lui le seul qui se souciait du peuple. Le seigneur Arnaud ajouta qu'il jurait de le servir, même si cela devait mener à une guerre contre le duc. C'était le moment où l'homme qui, la veille, était considéré comme un mendiant, devenait un leader reconnu. Personne ne l'appelait plus le clochard. Aux yeux de tous, il était l'héritier. Mais l'ennemi n'avait pas l'intention de battre en retraite. À l'aube, une nouvelle bataille devait commencer. Les gens se préparaient pour la dernière bataille. Le voyageur savait que l'issue déciderait de tout. Soit il deviendrait celui qu'il devait être, soit il périrait avec le château. Cette nuit-là, il sortit sur les remparts et regarda les étoiles. Une servante s'approcha de lui et lui dit que même s'il tombait, les gens se souviendraient quand même de lui comme d'un prince. Il répondit que le souvenir ne suffisait pas s'il n'y avait pas de victoire. Mais il sentit la force dans ses paroles. Elle lui rappela que la justice était plus importante que le pouvoir. Au petit matin, il rassembla dans la cour tous ceux qui étaient prêts à se battre. Il leur dit qu'ils n'étaient ni des esclaves ni des victimes, mais des personnes capables de décider elles-mêmes de leur destin. Il leva son épée et le peuple poussa des cris. Au premier rayon du soleil, l'armée du duc se remit en marche vers le château. La terre tremblait sous les sabots des chevaux et le roulement des tambours. Les ennemis espéraient que la bataille nocturne avait affaibli les défenseurs, mais les murs tenaient bon. Sur les tours flottaient de simples drapeaux blancs, accrochés à la hâte par les paysans. Pour le peuple, c'était un signe d'unité. Le duc ordonna d'incendier les tours de siège et de les diriger vers les murs. Les torches enflammées éclairaient le champ de bataille et la fumée s'élevait vers le ciel. Les guerriers à l'intérieur du château se préparaient à affronter l'ennemi. Les archers prirent position, les femmes apportèrent de l'eau et des bandages, les garçons apportèrent des flèches. Personne ne resta à l'écart. Lorsque les tours arrivèrent près des murs, les soldats du duc lancèrent l'assaut. Une bataille s'engagea sur les murs. Le voyageur se tenait lui-même en première ligne, repoussant les coups. Son épée se déplaçait rapidement et avec assurance. Chaque fois qu'un ennemi montait l'échelle, il était repoussé vers le bas. Les gens voyaient sa force et suivaient son exemple. Au plus fort de la bataille, l'une des tours en bois prit feu. Les flammes se propagèrent rapidement aux poutres et des cris remplirent le champ de bataille. Cela donna un bref répit au château. Mais les ennemis étaient trop nombreux. Le duc ordonna de frapper à nouveau avec le bélier. Les portes craquaient. Il semblait qu'elles allaient s'effondrer d'un moment à l'autre. Alors, le voyageur ordonna d'apporter des tonneaux remplis de pierres et de les rouler vers les portes depuis l'intérieur. Les serviteurs et les paysans soulevèrent ensemble les lourdes charges et les portes résistèrent. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Le marchand Hugo, qui était resté à l'arrière avec les bêtes de somme, ordonna à ses hommes de hisser sur les murs des tonneaux d'huile et de vin. Ils les renversèrent sur les ennemis, et le sol sous les pieds des assaillants devint glissant. Les archers incendièrent leurs flèches, et les flammes engloutirent des centaines de soldats. L'assaut du duc fut repoussé. Les gens poussèrent des cris de joie en voyant comment cette ingéniosité inattendue avait sauvé le château. Mais la joie fut de courte durée. Le duc fit avancer sa cavalerie et ordonna d'encercler la forteresse de tous côtés. Il voulait prendre le château par épuisement. À l'intérieur, la famine commença.
Les réserves de pain fondaient, l'eau devenait sale. Les serviteurs murmuraient, les paysans chuchotaient. Mais le voyageur ne perdait pas sa détermination. Chaque jour, il faisait le tour des murs et disait aux gens qu'il n'était pas seul. Son calme inspirait confiance. Même les enfants cessaient de pleurer lorsqu'il passait près d'eux. Quelques jours plus tard, un messager arriva au camp du duc. Il annonça haut et fort que le duc accordait une dernière chance. Si le château se rendait et livrait l'imposteur, tout le monde resterait en vie. Sinon, la mort les attendait. Lord Arnaud voulait répondre, mais le voyageur dit qu'il parlerait lui-même. Il monta sur les remparts et déclara haut et fort qu'il n'était pas un imposteur, mais celui dont le droit ne pouvait être acheté ni retiré. Il ajouta qu'il valait mieux mourir au combat que vivre en esclave. Toute la vallée entendit ces paroles. La foule des paysans qui se tenaient à l'intérieur répondit par des cris. Leurs cris étaient là plus forts que les tambours du duc. Les guerriers sur le champ de bataille restèrent immobiles, ne s'attendant pas à une telle unité. Cette nuit-là, une autre découverte eut lieu au château. La servante qui aidait le voyageur lui apporta un vieux tissu conservé par sa famille. Il était brodé des armoiries de l'ancienne maison. Elle dit que sa mère l'avait reçu autrefois de la reine et que cette relique devait maintenant retourner à l'héritier. Pour le voyageur, c'était le signe que le souvenir de sa famille vivait même parmi les gens les plus simples. Cette découverte redonna du courage aux défenseurs. Le lendemain matin, ils accrochèrent les armoiries au-dessus de la tour. Le duc entra dans une rage folle. Il comprit que s'il ne gagnait pas maintenant, le peuple se soulèverait partout. Le duc ordonna de lancer l'assaut décisif. Ses soldats avancèrent en rang serré, les tours de siège s'approchèrent à nouveau des murs, les béliers frappaient sans relâche. Le ciel était envahi par la fumée des feux et des flèches enflammées. Le château tremblait sous les assauts. Les gens à l'intérieur comprenaient que la fin était proche. Le voyageur ne s'éloigna pas du mur. Il soulevait lui-même de lourdes pierres et les jetait sur les ennemis. Ses mains étaient découvertes de sang, mais il ne s'arrêtait pas. Chacun de ses gestes montrait qu'il ne se cachait pas derrière les autres, mais qu'il allait de l'avant. Soudain, un cri retentit. L'une des tours ennemies avait franchi les murs et des dizaines de soldats avaient fait irruption à l'intérieur. Le combat au corps à corps commença. Les paysans, armés de fourches et de haches, se jetèrent dans la bataille aux côtés des chevaliers. Les servantes apportaient des armes à ceux qui faiblissaient. Même les enfants apportèrent des pierres à lancer. Le château ne vivait que d'une seule volonté. Le voyageur se retrouva face à face avec le traître, le chevalier qui avait ouvert le passage aux ennemis. Celui-ci leva son épée et dit que le duc lui avait promis des terres et de l'or. Mais il n'eut pas le temps de frapper. Le voyageur parisa son attaque et le jeta à terre. Les gens ont vu ce combat et ont compris que la trahison était punie. À ce moment-là, le duc a décidé de montrer lui-même sa force. Il s'est approché des portes sur un cheval noir et a crié haut et fort que tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur mourraient et que l'imposteur serait exécuté. Même les paysans sur les remparts ont entendu ces paroles. Mais en réponse, un rugissement général s'éleva. Les gens criaient qu'il ne se rendrait jamais. Le duc fronça les sourcils. Il comprit qu'une simple menace ne fonctionnait plus. Au plus fort de la bataille, quelque chose d'inattendu se produisit. Des cavaliers sous un autre drapeau apparurent depuis les collines lointaines. Il s'agissait d'alliés rassemblés par le marchand Hugo. Il avait envoyé ses hommes à l'avance, chercher du renfort dans les villages voisins, où le souvenir de la maison du vieux roi
était encore vivace. Les paysans et les mercenaires étaient devenus après avoir appris que l'héritier était vivant. Leur détachement frappa le duc à l'arrière. Le champ fut couvert de cris et du bruit de la bataille. Les soldats du duc hésitèrent, leurs rangs vacillèrent. Le château ouvrit ses portes et le voyageur conduisit ses hommes à l'assaut. Il combattait en première ligne, son épée étincelait. Les soldats, qui, peu de temps auparavant, se moquaient de lui, le suivaient désormais sans crainte. Le combat avec le duc fut violent. Il affronta lui-même le voyageur. Leurs épées s'entrechoquèrent. Le duc était un guerrier puissant, mais ses coups étaient pleins de rage, tandis que ceux du voyageur étaient précis et assurés. Le combat dura longtemps, jusqu'à ce que le duc finisse par trébucher. Le voyageur le plaqua au sol, mais ne l'acheva pas. Il dit qu'il ne cherchait pas à se venger. Le duc, furieux, cria que sa miséricorde causerait sa perte, mais les gens virent que l'héritier se distinguait du tyran par sa capacité à pardonner. L'armée du duc s'enfuit. Le champ fut dégagé. Le château résista. Les gens criaient et levaient les mains. Les paysans pleuraient, les chevaliers s'inclinaient. Plus personne ne doutait de l'identité de celui qui se tenait devant eux. Le soir, une réunion fut organisée dans la salle. Le marchand Hugo déclara qu'il n'avait fait que contribuer au début avec son or, mais que la véritable victoire avait été remportée par celui que tous considéraient comme insignifiant. Le seigneur Arnaud déclara qu'il était prêt à le reconnaître comme son héritier légitime. La foule, des serviteurs aux guerriers, s'inclina devant lui. Le voyageur sourit pour la première fois. Il dit que la victoire n'était pas son mérite, mais celui de tous ensemble. Il rappela que seule l'unité leur avait donné la force. Après la victoire, le château respirait différemment. Là où peu de temps auparavant, on entendait des cris et le cliquetis des armes, on entendait désormais les voix des gens qui parlaient de l'avenir. Les guerriers pansaient leurs blessures, les paysans aidaient à déblayer les décombres, les femmes apportaient de l'eau. Tous avaient le sentiment d'avoir traversé cette épreuve ensemble. Le voyageur était assis près de la cheminée dans la grande salle. Devant lui se trouvait un médaillon, une épée et un tissu avec un blason, offert par la servante. Il regardait ces objets et comprenait qu'ils étaient devenus les symboles non seulement de son destin, mais aussi de celui de tous ceux qui étaient rassemblés autour de lui. Lord Arnaud s'approcha de lui et lui dit que s'il acceptait le pouvoir, il devait se préparer à une nouvelle guerre. Le duc s'était enfui, mais il n'était pas mort. Il allait rassembler ses forces et revenir. Le voyageur répondit qu'il n'avait pas peur, car pour la première fois de sa vie, il n'était pas seul. La servante, qui se tenait à l'écart, écoutait leur conversation. Elle savait que c'était sa famille qui avait conservé la mémoire de la maison de l'ancien roi. La fierté grandissait dans son cœur. Elle voyait comment le mendiant d'hier était devenu un homme devant lequel s'inclinaient les chevaliers. Le marchand Hugo annonça qu'il donnait toutes ses caravanes et tout son or au futur royaume. Il dit que l'honneur était plus important pour lui que la richesse. Personne ne s'attendait à ce que cet homme, que l'on avait toujours considéré comme un marchand rusé, devienne celui qui sauverait le château. Mais c'est lui qui devint le bienfaiteur inattendu qui permit au château de résister. Le lendemain, les gens commencèrent à affluer vers le château depuis les villages environnants. Ils apportaient du pain, du sel, de l'eau. Ils voulaient y voir celui qui s'était élevé de la misère et s'était hissé à la tête du peuple. Des foules se rassemblaient dans la cour et chacun voulait toucher sa main. À ce moment-là,
Le voyageur comprit qu'il ne pouvait plus être le même qu'avant. Son nom était désormais connu, et il était inutile de se cacher davantage. Il déclara haut et fort qu'il était prêt à accepter son destin et à diriger le peuple. Cependant, la paix ne revint pas immédiatement. La nouvelle de sa victoire se répandit dans d'autres contrées. Certains souverains le craignaient, d'autres voyaient en lui un allié. Des émissaires commencèrent à arriver au château. Certains proposaient une alliance, d'autres proféraient des menaces. À l'intérieur même du château, tout le monde ne s'était pas résigné. Parmi les chevaliers, certains continuaient de penser que le peuple ne devait pas être mis sur un pied d'égalité avec eux. Ils se plaignaient que les paysans étaient trop fiers de leur rôle dans la bataille. Mais chaque fois que quelqu'un essayait d'humilier un homme du peuple, le vagabond l'en empêchait. Il disait que sa force résidait dans l'égalité de tous ceux qui avaient combattu à ses côtés. Les serviteurs remarquèrent que la nouvelle donne changeait le château. Il n'y avait plus de distinction entre ceux qui étaient dignes et ceux qui étaient superflus. Même les enfants, qui auparavant se cachaient des chevaliers, couraient désormais librement dans la cour. Un jour, un vieux moine de l'abbaye voisine vint au château. Il dit qu'il connaissait le secret de la famille. Il apporta un ancien document qui stipulait que le prince exilé avait droit au trône non seulement par son sang, mais aussi par le serment qu'il avait prêté à tout le peuple. Le moine affirmait que le père du vagabond avait conclu une alliance avec les paysans, leur promettant de toujours les protéger, et maintenant, le fils devait honorer ce serment. Ces paroles le confortèrent dans sa décision. Il déclara que le pouvoir n'était ni un don ni un droit, mais un devoir. Les gens l'entendirent et comprirent que leur nouveau souverain était différent des précédents. Mais une épreuve encore plus difficile l'attendait. Le duc, qui avait été vaincu, rassembla ses alliés. La nouvelle arriva qu'il se remettait en marche, cette fois avec plus de force. Le château se préparait à une nouvelle guerre. La nouvelle du retour du duc est arrivée par un matin glacial. Les serviteurs ont annoncé qu'une armée entière avançait depuis le sud. Deux seigneurs, craignant le renforcement de l'héritier, avaient rejoint le duc. Les ennemis étaient désormais 3 fois plus nombreux qu'auparavant. Les préparatifs ont commencé au château. Les gens ont renforcé les murs, creusé des fossés et stocké de l'eau. Mais le voyageur comprenait qu'il ne pourrait pas les retenir par la force seule. Il réunit le conseil et déclara qu'il était temps d'agir autrement. Au lieu de se cacher, il devait montrer que tout le peuple les soutenait. Le marchand Hugo proposa d'utiliser des caravanes, envoyer des messagers dans les villages voisins et appeler les gens aux armes. Le seigneur Arnaud accepta, ajoutant que si les paysans voyaient que c'était l'héritier lui-même qui les appelait, il viendrait. Les serviteurs transmirent le message par les routes, et quelques jours plus tard, des hommes et des femmes commencèrent à affluer vers le château. Ils n'avaient que des armes rudimentaires, mais leurs yeux brillaient de détermination. Lorsque la foule se rassembla dans la cour, le voyageur monta sur le mur et déclara que personne n'était obligé de se battre, mais que tous ceux qui resteraient entreraient dans l'histoire. Les gens répondirent en criant qu'ils resteraient à ses côtés. Ce fut le moment où des héros méconnus, des paysans, des femmes, des personnes âgées, devinrent une force équivalente à celle d'une armée. Pendant ce temps, la servante, qui était toujours restée à proximité, apporta la nouvelle qu'il y avait un traître parmi les nouveaux arrivants. Elle avait entendu une conversation dans laquelle un homme promettait d'ouvrir les portes du château aux ennemis. Le voyageur ordonna de l'arrêter.
Lors de l'interrogatoire, il s'avéra que le duc lui avait promis de l'argent et la liberté. Mais la foule des paysans s'écria qu'elle rendrait elle-même son verdict. Sous les yeux de tous, le traître fut chassé et disparut dans l'obscurité. L'approche de l'ennemi se faisait sentir chaque jour. Les serviteurs disaient que la nuit, on pouvait voir les feux du duc sur les collines. Les gens se préparaient pour la dernière bataille. Enfin, l'ennemi arriva. Cette fois, le duc déploya ses machines de siège et sa cavalerie. Son armée encercla le château de tous côtés. Les soldats à l'intérieur du château ressentirent pour la première fois la peur, mais le voyageur leur dit que la force ne réside pas dans le nombre, mais dans la foi. La bataille commença à l'aube. Les ennemis frappaient avec des béliers et lançaient des pierres. Les murs tremblaient. Mais cette fois-ci, les défenseurs n'étaient pas seuls. Les paysans, venus de tous les villages, se tenaient côte à côte avec les chevaliers. Ils tenaient les échelles, jetaient des pierres, levaient leurs boucliers. Le voyageur lui-même se précipita là où c'était le plus difficile. Son épée frappait les ennemis, sa voix soulevait les gens. Même quand il semblait que les murs allaient s'effondrer, il ne laissait personne battre en retraite. Le duc s'avança à nouveau. Il cria qu'il détruirait toute la lignée de l'héritier. Mais à ce moment-là, une nouvelle troupe apparut derrière les collines. C'étaient les hommes rassemblés par le vieux moine de l'abbaye. Ils étaient venus avec des croix et des lances, chantant des prières et portant l'étendard aux armoiries de l'ancienne maison. Leur arrivée fut un coup dur pour l'ennemi. Le duc comprit que la bataille était perdue. Son armée vacilla et commença à battre en retraite. Le vagabond mena une sortie et les ennemis furent dispersés. Seul le drapeau du duc resta sur le champ de bataille, tombé dans la boue. Lorsque la bataille prit fin, les habitants du château pleurèrent et s'étreignirent. Personne ne s'attendait à ce que de simples paysans, un marchand et un exilé puissent vaincre une armée. Mais c'est ce qui s'est passé. Le vagabond se tenait au milieu de la cour, fatigué, couvert de sang et de poussière. Les gens criaient son nom, mais il restait silencieux. Il savait que la victoire n'était pas une fin, mais un commencement. Désormais, il devait non seulement défendre, mais aussi construire. Après la victoire, le champ autour du château était jonché de boucliers et de lances brisées. Les serviteurs ramassaient les armes, les paysans enterraient les morts. Le silence régnait, empreint de fatigue et de soulagement. Les gens savaient qu'ils avaient survécu à l'épreuve la plus difficile. Le voyageur était assis près du feu dans la cour. Ses vêtements étaient déchirés, ses mains ensanglantées, mais ses yeux brillaient de sérénité. Une servante s'approcha de lui et lui dit qu'il devait maintenant donner son nom et accepter son destin. Il répondit que son nom lui avait été donné par son père et qu'il était désormais prêt à le porter ouvertement. Le seigneur Arnaud rassembla les chevaliers et le peuple dans la grande salle. Là où, peu de temps auparavant, se tenait un festin, brûlaient désormais des torches et se tenaient des gens fatigués. Le Seigneur déclara qu'il était temps de reconnaître celui qui les avait sauvés. Il désigna le voyageur et le nomma héritier légitime. Les chevaliers s'inclinèrent, les paysans poussèrent des cris. Le marchand Hugo s'avança et déclara que la richesse pouvait acheter beaucoup de choses, mais pas la loyauté. Il le nomma son seigneur et lui remit les clés de ses caravanes. Les gens applaudirent, comprenant que sans lui, le château serait tombé. Le vieux moine de l'abbaye apporta le livre contenant les serments prononcés par l'ancien roi. Il lut les lignes concernant l'alliance avec le peuple
et déclara que le fils avait le devoir de l'honorer. L'héritier leva le médaillon et jura devant tous qu'il ne régnerait jamais pour lui-même, mais pour le peuple. La foule poussa des cris. À ce moment-là, le gamin des rues, qui venait d'être chassé de la porte, devint prince aux yeux de tous. Mais il ne souriait pas. Il dit que le pouvoir n'était pas une couronne, mais un fardeau, et que sa force résidait dans ceux qui l'entouraient. La servante pleurait de joie. Elle savait que sa famille avait conservé la mémoire de cet événement pour une bonne raison. Pour elle, c'était la preuve que même les gens simples pouvaient changer le cours de l'histoire. Le lendemain matin, une nouvelle vie commença. Les paysans et les chevaliers réparaient ensemble les murs, les femmes préparaient à manger pour tout le monde, les enfants jouaient dans la cour. Au château, on ne méprisait plus les pauvres. Chacun sentait qu'il faisait partie d'un même destin. Le duc, qui s'était enfui du champ de bataille, se cachait. Personne ne prononçait plus son nom avec respect. Les gens disaient qu'il vivrait en exil, comme le prince autrefois, mais sans honneur ni soutien. Le soir, l'héritier monta dans la tour et regarda au loin. Il voyait les champs, les villages et les routes. Tout cela était désormais son affaire. Il serra le médaillon et se souvint des paroles de son père. Régner, c'est servir. Il comprit que cette victoire n'était pas la fin, mais seulement le début d'un long chemin. Les cloches sonnaient dans le château. Le peuple faisait la fête, mais chacun savait que des difficultés les attendaient. Cependant, ils avaient désormais quelqu'un qui avait prouvé que même après avoir connu la misère et l'exil, il était possible de se relever et de devenir un leader. C'est ainsi que l'histoire d'un vagabond humilié à la porte de la ville devint celle d'un prince exilé reconnu par son peuple. Son parcours a montré que la force ne réside pas dans la noblesse et la richesse, mais dans la détermination, le courage et la capacité à se tenir aux côtés des plus faibles. Et lorsque la nuit tomba sur le château, les gens dormirent paisiblement. Ils savaient que leur destin était désormais entre les mains de celui qui avait lui-même connu l'exil et l'humiliation pour comprendre la valeur de la justice.